体こそ最強だ。行くか。スーパーサイヤ人ゴッドを超えた力見せてやる。スーパーサイヤ人ゴッドの上を行く力を見せてやろう。勝負はこれからだ。Et salut les samouraïs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle review sur Dragon Ball Super. On va parler bien du chapitre 43 de Dragon Ball Super. Alors j'espère que vous l'avez vu de votre côté, hein. Je ne voudrais pas vous spoil ce chapitre plutôt intéressant et qui apporte un petit vent de fraîcheur à Dragon Ball Super, ce qui fait du bien. Alors le chapitre commence avec du lourd puisque on a un retour en arrière de plusieurs millions d'années, hein. Donc un bon gros flashback des familles qui va nous montrer la rencontre, en fait le versus entre le Dai Kaioshin, hein, donc le Kaioshin qui avait été absorbé des millions d'années plus tard par Majin Buu et qui a donné le gros bout qu'on connaît. Et donc, le nouvel ennemi, visiblement, l'évadé de cette prison galactique, qui s'appelle donc Moro. Donc Moro qui est ce vieux bouc, on en avait rapidement parlé lors de la précédente review, hein, on avait vu des images de preview, tout ça qui nous montraient visiblement le nouveau méchant de cet arc. Alors est-ce que ce sera le grand méchant de cet arc? Je ne sais pas. Dragon Ball est pas du genre souvent à vous montrer vraiment le véritable méchant de l'arc directement. Rappelez-vous, hein, avec Black Goku, en fait ça cachait Zamasu. Donc au final, est-ce que ce sera lui vraiment l'homme à abattre de ce chapitre? Je sais pas. Mais ça commence avec lui en tout cas. Et il a l'air vraiment méchant pour le coup. Donc ce Moro, on le voit affronter le Dai Kaioshin. Alors déjà, première chose intéressante, c'est que Moro n'a pas l'air d'être vraiment un combattant. Ça a l'air surtout d'être une sorte de sorcier, de vieux sorcier, hein. Il a l'air très très vieux déjà même à l'époque où il affronte le Dai Kaioshin. Et il utilise une technique qui nous rappelle fortement, forcément, le Genki Dama, mais une version corrompue du Genki Dama. Donc, puisqu'il vient voler la vie, l'énergie vitale des êtres vivants d'une planète, il la réunit dans une petite sphère, et il la dévore, ce qui augmente drastiquement, visiblement, son pouvoir, hein, à tel point que on peut voir le Dai Kaioshin, et je crois que c'est le Kaioshin du Nord qui l'accompagne, ou du Sud, je sais plus, j'ai un doute, et donc qui sont quand même assez terrifiés par ce pouvoir et sont obligés d'utiliser finalement un pouvoir encore plus puissant et plus dangereux visiblement pour le Dai Kaioshin pour réussir à le contrôler. Alors du coup on découvre que ce Moro est appelé le dévoreur de mondes, hein. Il aurait bouffé plus d'une 300 planètes comme ça pour augmenter sa force, ce qui fait qu'il a une puissance démesurée. Et beaucoup plus tard dans le chapitre, on nous explique que c'est vraiment une grande menace parce que plus le temps passe, plus il risque de devenir plus puissant avec ses pouvoirs. Alors, ça me rappelle un petit peu Piccolo Daimao dans un sens, avec ce vieux personnage qui fait plus office de sorcier. Est-ce qu'il n'y aura pas un délire comme quoi il va vouloir récupérer sa jeunesse ou quoi? Parce que là, dans les faits, on le voit pas vraiment se battre. Mais après, bon, sous sa grosse toge et tout, peut-être qu'il est ultra baraque et tout, parce que le mec a l'air d'avoir quand même des bras, hein. Il a l'air d'aller à la salle. Donc, je sais pas, est-ce que c'est vraiment un combattant ou pas? Là, ça a l'air d'être surtout un sorcier qui utilise de la magie. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans Dragon Ball, finalement, nos héros affronter des sorciers. Ça arrive, hein, de temps en temps, rappelez-vous de Babidi, ce genre de choses, ou d'autres méchants de l'univers. Ça arrive, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop cette habitude, donc d'un côté ça peut être très intéressant de voir ça. Après c'est pour ça que j'ai quand même un doute, est-ce que ce sera vraiment lui le grand méchant, est-ce que ce sera sous cette forme? En tout cas j'aime beaucoup l'idée et ses pouvoirs. Et donc il finira par être emprisonné par le Dai Kaioshin qui va utiliser le Kaikai Matoru. Donc c'est une technique en fait qui, au sacrifice de ce qu'on comprend de son pouvoir divin, d'une partie du moins de son pouvoir divin, il va lui permettre de voler, il dit qu'il va voler la magie de Moro. Donc cette magie, en fait, qui lui permet visiblement d'absorber les planètes, tout ça. Et c'est comme ça qu'il le capture. Et on voit hein, que le Dai Kaioshin semble vraiment très affaibli après ce combat. Est-ce que c'est pas là aussi une justification du fait qu'il ait perdu peut-être des millions d'années plus tard pour Buu? Est-ce que c'est une perte de sa magie divine, de son pouvoir divin définitive?
raconté comme ça l'est, ça pourrait l'être. Donc c'est des pistes qui sont très intéressantes. Et donc que vient faire Boo ici? Donc on revient au présent avec Milus, le nouveau personnage qui a été introduit au précédent chapitre, donc ce fameux patrouilleur galactique, l'élite de la patrouille galactique, qui nous explique que donc l'idée, pourquoi ils ont récupéré Boo, ce serait de récupérer une partie des pouvoirs divins du Daikaio en fait. Et c'est là que les choses, c'est un des points que j'ai pas trop apprécié dans ce chapitre, où les choses sont floues, c'est vous voulez extraire une partie du pouvoir du Kaio de Majin Buu, d'accord. Moi je croyais que vous alliez extraire le Daikaio, pourquoi vous ne récupérez pas? Parce que dans le précédent chapitre on nous annonce, voilà, on veut récupérer le Daikaio. Ici c'est plus on veut récupérer le Daikaio, on veut récupérer les pouvoirs du Kaio via Buu. Donc ils essayent de le réveiller, machin. Donc là Goku et Vegeta leur expliquent que non mais réveiller Buu c'est mort, c'est perdu d'avance, vous y arriverez jamais. Il peut dormir pendant très longtemps, on le sait, ça avait déjà été expliqué. Et donc du coup, est-ce que Boo va vraiment servir à quelque chose ici? Est-ce que Boo, en fait, a intégré ses pouvoirs avec le temps? Est-ce que peut-être que Boo possède les pouvoirs du Daikaio, et dans ce cas-là, ce serait Boo qui serait mis en avant dans ce chapitre face à Moro? Ça pourrait donner quelque chose d'assez sympathique, et de revoir enfin Boo peut-être mis en avant. Est-ce qu'ils vont finalement réussir à extraire le Daikaio par la suite de l'histoire du corps de Boo, dans un cas de déstress? Parce que bon, pour le moment, dans le chapitre, du coup, Vegeta et Goku se proposent pour arrêter finalement Moro, puisqu'ils ont quand même une bonne réputation, ils sont assez puissants, donc voilà, on compte sur eux. Est-ce que justement, par la suite, ils vont pas subir une défaite face à Moro, en fait, et justement vont se rapatrier peut-être sur cette technique du Daikaio. Pour l'instant, c'est un peu mis de côté, après, dans le chapitre, ce truc-là, mais beaucoup de questions, beaucoup de choses qui sont en suspens, et on sait pas trop si on va vers une extraction de Daikaio, on sait pas vraiment aussi ce qui est devenu Daikaio par Boo, est-ce qu'il est toujours dans le corps de Boo, est-ce qu'il a été complètement assimilé? C'est très 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 bizarre, en fait, ce truc-là. Que deviendra Boo, tout ça, si le Daikaio est extrait? On en parlait déjà, on va pas en reparler, on en a parlé beaucoup dans le précédent chapitre, mais voilà, quelque chose de très flou, et finalement, voilà, on zappe vite ce truc-là, et ça crée, je trouve, déjà quelque chose, des zones d'ombre dans cette histoire, donc j'espère que ça va être bien peaufiné, et qu'on va pas partir dans un truc juste, bon ben voilà, maintenant on est là, on part à l'attaque, et puis Osef debout, ça serait vraiment dommage, donc j'espère qu'ils vont faire quelque chose de ça. Donc, par la suite, on a du coup l'intégration officielle de Goku et Vegeta dans la patrouille galactique. Alors, il y a le petit moment rigolo où Jacko essaye de les coacher, il veut leur filer une armure, bon, ils ont le petit symbole et tout. Une idée que je trouve très très drôle, alors même si beaucoup ont vu le côté marketing, voilà, on va vendre des nouveaux jouets, des nouvelles figurines, où du coup ils ont le petit symbole, à la place du symbole de Whis, ben voilà, maintenant c'est la patrouille, tout ça, ok, mais je trouve quand même sympa le fait qu'ils intègrent la patrouille, et comme ça on part dans une grande aventure comme ça, en mode patrouilleur et tout, voir un peu qu'est-ce que fait la patrouille. Je trouve ça très très cool, et puis Goku et Vegeta ont enfin un boulot, donc je trouve ça assez marrant quand Titchi et Bulma vont le découvrir. Ça pourrait être plutôt comique. Et de là, donc, on part sur une première mission pour nous montrer un petit peu l'envers du décor, comment ça se passe en fait pour la patrouille galactique. Et donc Goku et Vegeta partent suivre Milus dans sa mission. Alors Vegeta, c'est dans un but bien précis. Vegeta, en fait, il a pas digéré le fait comment Milus les a neutralisés, et il pense pas que ce soit dû à la surprise ni au hasard. On le sait, c'était très surprenant. Alors, de voir Goku se faire paralyser dans le chapitre précédent, comme je le disais, on peut toujours le justifier. On a déjà vu Goku se faire avoir assez facilement parce que pas assez sur ses gardes, pourquoi pas. Mais Vegeta, c'était quand même déjà beaucoup plus surprenant. Vegeta, on le sait, même Whis lui disait, mais détends-toi un peu, il faut que tu apprennes à relâcher un petit peu. Toi, tu es trop tendu. Et du coup, de le voir lui se faire surprendre, c'est bien qu'ici viennent apporter une justification à ça, parce que c'est énormément choquant de voir ça. Et ça peut créer finalement quelque part une sorte d'incohérence en fait. Et donc du coup ici, de voir que Vegeta justement digère pas de s'être fait surprendre et qu'il y a autre chose, que là il y a un truc qui va pas avec ce personnage, c'était super bien amené, et du coup il décide de le suivre, plus dans une idée d'étudier ce nouveau personnage qui vient d'arriver et qui est assez mystérieux finalement. Donc on arrive finalement sur une course-poursuite. Alors j'ai beaucoup aimé tout ce passage-là, même le chapitre en général, parce qu'il y a un petit côté un petit peu Star Wars, vous savez, ça prend beaucoup sur les univers de la pop culture en général, tout ça, mais il y a un côté un peu vraiment spatial, un peu western de l'espace, et ça j'ai beaucoup aimé, et on le retrouve encore plus durant cette
course-poursuite avec un train comme ça. Alors si vous avez joué à Red Dead il y a pas longtemps, forcément on en prend plein la tête. Et il y a vraiment ce côté western un peu assumé avec certains plans, notamment au Milus comme ça, et à deux doigts de dégainer face à cette espèce de cow-boy là, de l'espace, là, de truand, là, de hors-la-loi de l'espace. J'ai beaucoup aimé ça, et même visuellement en termes de dessin et tout. Waouh, je sais pas du coup qui est vraiment derrière ça. Est-ce que c'est du Toyotaro? Est-ce que c'est du Akira? Mais en tout cas, ça fait du bien d'avoir du beau Dragon Ball. Et oui, Dragon Ball, c'est pas forcément que du fight, tout ça. Il y a des belles planches, il faut qu'on en prenne un peu plein les yeux. Et il y a beaucoup de plans que j'ai beaucoup aimé. Aussi, on vient peaufiner le background de Dragon Ball avec les explications sur les métaux, comment, voilà, ça fait marcher les engins. Alors, je sais plus comment c'était le Blue quelque chose. Et on nous explique que sur Terre, on a le Gold quelque chose. Je sais plus trop ce que c'était les noms. Mais je trouve ça sympa d'apporter un peu de background à l'histoire de Dragon Ball et à peu ce qui se passe autour. Voilà, comment marche leur engin et tout. On n'explique pas trop ça dans Dragon Ball, donc des petites idées plutôt sympas qui sont glissées là et là, et ça renforce finalement notre immersion, et puis aussi, comme je le dis, hein, le background, la matière un peu de Dragon Ball, le fait que ce monde existe un petit peu, tu vois. Donc c'est très très plaisant d'avoir ce genre de petits détails, je suis très friand de ce genre de choses. Et donc, par la suite, là, il se passe quelque chose d'excellent, c'est que derrière cette petite histoire finalement un peu secondaire, juste une poursuite comme ça de l'espace, on doit capturer des gens, on nous raconte quelque chose encore, dans le fond. On nous montre Vegeta qui observe la scène, mais lui, il est vraiment là pour observer comment Milus va s'y prendre, en fait. Lui, Goku, il est plus en mode « Ah ouais, d'accord, ça marche comme ça, le Blue, machin, train. » Mais Vegeta, il est concentré. Et du coup, à un moment donné, il se passe un truc, quand Milus demande à Jaco d'aller récupérer les chariots qui ont été détachés, tout ça, ils perdent de vue Milus. En un instant, il a perdu de vue. Et du coup, juste après, on a un Milus qui arrive, qui arrête le train. En fait, le vaisseau, les autres sont déjà partis en vaisseau. Donc, du coup, ils se sont échappés pendant qu'ils étaient dans le tunnel. Le vaisseau qui est arrêté par Goku. Donc on se dit, Goku a sauvé la situation, ils allaient se barrer, et finalement, Vegeta, assez observateur, voit que Milus a eu le temps de saboter le vaisseau, et qu'en fait, il s'est concentré sur le train pour sauver les otages. Le mec avait tout calculé. Il avait calculé le fait d'aller sauver les otages, il avait bousillé le vaisseau dans le fait qu'ils iraient pas bien loin, et qu'ils pourraient les arrêter plus tard, et Vegeta est vraiment choqué, justement, par tout ça, et surtout, ce qui l'énerve, c'est qu'il l'a perdu de vue. Et là, j'ai envie de partir sur petite hypothèse, pas théorie, hein, juste on hypothèse, débat ensemble. On m'avait fait la réflexion dans les commentaires, j'avais trouvé cette réflexion assez sympathique dans les commentaires de la précédente vidéo, c'est que Milus ressemblait un peu à un ange. Et là, quand tu vois ce genre de truc, tu te poses plein de questions. Agilité, on a du mal à le toucher, il a quand même réussi à surprendre Goku et Vegeta, on le voit très agile. Absence de ki, Vegeta dit à un moment donné qu'il n'arrive pas à sentir son ki. Il le soupçonne de cacher sa véritable puissance. Est-ce qu'on n'est pas là face à une sorte d'ange, d'autant qu'il en a clairement l'apparence? Alors un ange, on ne sait pas après, est-ce que c'est un ange déchu? Est-ce que c'est un ange d'un autre univers? Les fameux univers disparus, hein, on n'a pas vraiment eu d'explications sur pourquoi ils ont été détruits, tout ça, sur qu'est-ce que sont devenus les anges justement de ces univers détruits. Est-ce que lui justement est pas venu ici parce qu'il avait plus de taf finalement et qu'il essaye de se scinder là-dedans? Est-ce qu'il a pas un lien finalement avec ce Moro aussi? Bon, visiblement il semble dire qu'il ne peut pas le battre, mais est-ce qu'il ne peut pas le battre parce qu'il n'a pas le droit d'interférer, ce genre de choses? Est-ce qu'il est la cause de justement peut-être de sa destitution de ses pouvoirs? En tout cas, Milus, un ange, c'est pas si débile que ça, et ça pourrait être quelque chose de très intéressant aussi pour en apprendre un peu plus sur ces fameux anges. Maintenant, on sait un peu plus de choses sur les Akaishin, visiblement comment ils sont choisis, que n'importe qui finalement assez puissant peut le devenir. Mais les anges, c'est un mystère. C'est un mystère. Ils semblent être tous les enfants du grand prêtre. Hein, à un moment donné, c'était un petit peu spéculé comme ça. Mais du coup, on ne sait pas vraiment comment ils sont choisis, d'où ils viennent, si c'est une race en particulier. Et Milus, il fait vraiment penser à un ange. Donc je trouve l'idée plutôt très intéressante et ça m'a beaucoup plu. Donc tout ce rythme qu'il y a eu dans ce chapitre, un peu d'humour, de l'aventure, des dessins plutôt sympathiques, une intrigue qui se met en place, des mystères. Alors certes, un gros flou autour de Boo, quelque chose que j'espère ne pas être évincé et vraiment utilisé et expliqué par la suite. On verra, on va laisser sa chance au chapitre. Et ça se termine en plus par un cliffhanger très intéressant où Moro a été repéré par une patrouille galactique. Goku tout de suite dit mais dans quelle direction? Et lui avec donc sa technique du déplacement instantané, il peut capter un peu le ki à distance et tout, et il trouve Moro. Et on capte que Moro est conscient
est conscient que Goku le cherche en fait. Il capte la conscience de Goku en fait. Et il se retourne, et là on a ce gros cliffhanger avec un Goku qui a l'air vraiment... Wow, qu'est-ce que c'est que ce ki quoi? Qu'est-ce que c'est que cette force? Et là c'est vraiment excellent. Alors maintenant, quelles vont être les motivations de Moro? Pourquoi il détruit et bouffe des planètes? Est-ce que c'est juste dans un but de puissance? Est-ce qu'il a un but précis? Est-ce que c'est lui le grand méchant? Et surtout... Cette idée, il y a quelque chose, on nous dit à un moment donné, bon voilà, il s'est échappé parce qu'il a réussi à récupérer son pouvoir. Est-ce que c'est au fil des années qu'il a récupéré son pouvoir? Ou est-ce qu'il a récupéré une partie de ses pouvoirs, mais est-ce qu'une autre partie, c'est pas le Dai Kaioshin qui la détient? Et du coup, par ce fait, est-ce que c'est pas Boo qui la détient? Est-ce que Moro ne va pas vouloir récupérer Boo, en fait, pour récupérer ses pouvoirs? Est-ce qu'on va pas avoir un truc comme ça? Est-ce que l'extraction, finalement, du Dai Kaioshin et de ses pouvoirs ne va pas être exécutée par Moro? Voilà. En tout cas... aussi un personnage qui représente une réelle menace. Le mec peut bouffer la vie d'une planète. Imaginez s'il débarque sur Terre. Le massacre. Le mec te fait une boule Genki avec toutes les énergies de Terre. En plus, on ne sait pas de quelle manière il fait ça et à partir de quel moment il peut bouffer l'énergie d'un être vivant. Est-ce qu'un humain est concerné, tout ça? Est-ce qu'il peut le faire à n'importe qui? T'imagines s'il bouffe l'énergie de tous les Saiyans, tout ça qui sont sur Terre. Le mec, il devient ultra fort. Donc, des idées plein la tête, et ça fait du bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de choses dans Dragon Ball Super. C'était quelque chose qui m'avait manqué vraiment dans l'arc du tournoi de pouvoir. C'est pour ça que j'en parlais pas. On pouvait pas vraiment parler. Il n'y avait pas vraiment de choses à spéculer. C'était pas très intéressant. Là, ça fait du bien de vous retrouver, d'en parler, tout ça, et de réfléchir un peu à tout ce qu'on pourrait voir débarquer dans cet univers. Donc je compte sur vous pour me dire dans l'espace commentaire si vous pensez que Moro est vraiment le grand méchant de cette histoire. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va devenir de Boo? Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre point de vue là-dessus. Et est-ce que vous pensez que Milus cache quelque chose? Est-ce que ce serait pas un ange? Est-ce que vous pensez que c'est une idée qui est bête? Ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait finalement fonctionner? En tout cas, très hypé, j'ai hâte d'avoir votre avis sur le chapitre. Moi, il me tarde le chapitre 44. Allez, sur ce, je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et surtout, passez de bonnes fêtes. Tchuss!